Les mathématiques sont une des plus fines expressions de l'esprit humain. Elles ont été développées dans beaucoup de cultures différentes, par des personnes observant le monde où elles vivaient, tentant d'y identifier ordre et cohérence, dans l'espoir de pouvoir prédire, peut-être de contrôler des événements futurs. Les mathématiques sont nées quand l'homme primitif ressentit le besoin de compter, et elles ont évolué telle une langue écrite il y a 5000 ans, quand les concepteurs des premiers calendriers calculèrent le rythme des saisons. Des siècles plus tard, le savant de la Renaissance Galilée écrivait « Le grand livre de la nature se trouve toujours devant nos yeux, et la vraie philosophie y est écrite. Mais nous ne pourrons pas la lire sans avoir d'abord appris la langue et les caractères dans laquelle elle est écrite. Elle est écrite en langue mathématique, et ces caractères en sont les triangles, les cercles et les autres figures géométriques. » Plus prosaïquement, les plus anciens symboles mathématiques n'étaient pas des triangles et des cercles, c'étaient des entailles trouvées sur les tablettes d'argile babyloniennes utilisées comme des calendriers, ou des pictogrammes ciselés dans la pierre sur les temples mayas. Avec le développement du commerce, le besoin de mesure et de comptage a suivi les caravanes et les bateaux sur les grandes routes commerciales. La mesure des terres, la géométrie en tire son nom, permettait d'ajuster les besoins en irrigation et de calculer les taxes en Égypte antique et en Mésopotamie. Tout en construisant des monuments comme les grandes pyramides, dont ils orientèrent les faces précisément vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, les architectes égyptiens découvrirent des relations entre les carrés, les rectangles et les cercles. Dans l'Alexandrie antique, la géométrie et la trigonométrie servirent à mesurer la taille de la Terre et sa distance au Soleil et à la Lune. Une avancée importante eut lieu quand les intellectuels grecs, tels Pythagore et ses disciples, ont traité des nombres et des figures géométriques comme de pures abstractions. Ces antiques jeux d'esprit ont créé les bases pour toute la technologie des temps modernes. Ce programme se concentrera sur certains des événements marquants des débuts de l'histoire des mathématiques. Grâce à des animations par ordinateur, nous visiterons le théorème de Pythagore, le nombre pi, et d'autres idées importantes qui conduisirent à l'invention du calcul infinitésimal au XVIIe siècle. Et nous les relierons à la vie au travers de séquences filmées, de manuscrits et de certains livres admirablement illustrés. La parution des éléments d'Euclide autour de 300 avant notre ère fut un tournant dans l'histoire de l'humanité. Cette remarquable collection de 13 livres regroupait une grande partie des mathématiques connues alors. Bien présentée, suivant un enchaînement habile et logique, elle représenta un accomplissement magistral qui influença la pensée scientifique pendant près de 2000 ans. Elle posa les bases de la méthode déductive, prouvant que l'homme pouvait découvrir des vérités mathématiques par pure déduction logique. À l'origine écrits en grec sur des rouleaux de papyrus, les éléments d'Euclide furent traduits dans beaucoup de langues et parurent dans d'innombrables éditions. En Extrême-Orient, les hindous du 7e au 12e siècle de notre ère développèrent, eux, leurs propres symboles mathématiques, y compris les chiffres indo-arabes que nous utilisons aujourd'hui. Dans les mains de mathématiciens comme Omar Khayyam, un nouveau langage de calcul prit forme, appelé maintenant algèbre, une version latinisée de son nom arabe. Grâce aux itinéraires commerciaux musulmans, cette nouvelle langue atteignit l'Europe, où elle remplaça le lourd système des chiffres romains. Il se combina plus tard à la géométrie antique grecque pour produire la nouvelle géométrie analytique de Pierre Fermat et René Descartes. Au cours des siècles, les mathématiques ont été un miroir des civilisations. Depuis des entailles primitives enregistrant l'enchaînement des saisons, elles se changèrent graduellement en une nouvelle langue, grâce à ceux qui, au XVIIe siècle, observèrent et théorisèrent le mouvement des planètes. La forme écrite de cette langue s'organisa par des mots et des symboles représentant les nombres. On va voir l'évolution de ces symboles dans différentes cultures. Aujourd'hui, les nombres sont utilisés pour identifier toutes sortes d'activités humaines. Nous avons des numéros de téléphone, des numéros d'immatriculation, des numéros de sécurité sociale,
et des codes postaux. Ces nombres ne nécessitent pas d'arithmétique. Ajouter ou multiplier des codes postaux est d'une utilité douteuse. À un autre niveau, nous utilisons les nombres 1, 2, 3 et ainsi de suite pour énumérer les jours, les mois sur un calendrier. Il nous indique si un jour vient avant ou après un autre. L'arithmétique commence à jouer un rôle dès qu'on se demande combien ou quelle quantité faut-il. Les nombres enseignés aux enfants pour le comptage s'appellent les entiers positifs et s'écrivent ainsi. Ils ont été écrits également de beaucoup de façons différentes. Des clous tracés sur les tablettes d'argile babyloniennes, des marques à l'encre sur les papyrus égyptiens, ici des caractères chinois, et là les symboles utilisés par les Mayas. Les anciens Grecs ont utilisé les lettres de l'alphabet, lettres capitales à Athènes et lettres minuscules dans l'ancienne Ionie. Voici des chiffres romains. Ici les symboles hérités des Arabes. Là des nombres binaires utilisés dans des ordinateurs. Et voilà des codes barres représentant aussi bien des nombres que toute autre sorte d'information. Après avoir appris à compter, les plus jeunes apprennent l'arithmétique simple. La somme et le produit des nombres entiers positifs est un nombre entier positif. La soustraction amène au zéro et au nombre entier négatif, qui n'était pas, soit dit en passant, utilisé par les Grecs. En fait, les nombres négatifs et le zéro sont devenus d'usage courant relativement tard, autour de 700 de notre ère. La division crée les fractions, appelées nombres rationnels ou rapports d'entiers. Les Grecs les ont écrits de cette façon, et en voici un exemple antérieur par les Égyptiens. Après avoir utilisé les nombres pour garder la trace de transactions pendant plus de 2000 ans, les gens commencèrent à spéculer sur la nature et les propriétés des nombres en eux-mêmes. Cette curiosité s'est développée en une sorte de mystique des nombres ou numérologie, dont est sortie une des branches les plus profondes des mathématiques. La théorie des nombres apparut autour de 600 avant notre ère, quand Pythagore et ses disciples étudièrent les propriétés des nombres entiers. Ils savaient que des tonalités musicales pouvaient être reliées à des rapports de nombres entiers. Par exemple, cette tonalité à 440 vibrations par seconde est un octave inférieure à celle-ci, à 880 vibrations par seconde. Ils ont cru que tout dans l'univers entretenait un lien secret avec des rapports de nombres entiers. En découvrant ces secrets, toutes les choses s'accorderaient alors en une grande harmonie, la musique des sphères. Pour rechercher ces secrets, les pythagoriciens ont classé les nombres entiers de diverses manières. Les nombres pairs, ceux divisibles par 2, les nombres impairs, ceux qui ne sont pas pairs, les nombres premiers, plus grands que 1 et qui ne peuvent être factorisés excepté par eux-mêmes une fois. Euclide a montré qu'il y en a une infinité. Les nombres composés, plus grands que 1 et qui ne sont pas premiers. Les Grecs ont su que chaque nombre composé est un produit de nombres premiers. Les nombres premiers sont les premières pierres de l'édifice mathématique. Les Grecs auraient été stupéfaits d'apprendre que les nombres premiers un jour seraient utilisés en cryptographie et dans le codage et le décodage de messages envoyés vers d'autres planètes. Les Grecs ont aussi introduit les nombres parfaits, qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs plus petits. Les deux premiers nombres parfaits sont 6 et 28. Les deux suivants sont 496 et 8128. Bien qu'Euclide ait su produire des nombres parfaits pairs, seuls quelques-uns d'entre eux sont connus explicitement, et en ce début de XXIe siècle, on ne sait pas s'il y a un nombre parfait impair. Par arrangement d'objets comme des tuiles de mosaïque dans des modèles polygonaux, les Grecs ont lié nombre et géométrie. Ce diagramme illustre des nombres triangulaires, obtenus en arrangeant des objets pour former des motifs triangulaires. Les nombres carrés forment des motifs carrés. Voici les 5 premiers nombres pentagonaux et les 5 premiers nombres hexagonaux. Des siècles plus tard, Pierre Fermat a découvert un des mystères de la théorie des nombres.
Chaque nombre entier positif, 30 par exemple, peut être écrit comme une somme d'au plus 3 nombres triangulaires, 4 carrés, 5 nombres pentagonaux, 6 nombres hexagonaux, et ainsi de suite indéfiniment. Un lien plus profond avec la géométrie provient du théorème de Pythagore. Dans n'importe quel triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. En d'autres termes, la somme des aires des deux petits carrés bleus est égale à l'aire du grand carré. Voici comment les Chinois ont prouvé ce théorème. Faites 4 copies du triangle original. Gardez une copie comme référence. Faites glisser maintenant les triangles. Observez les régions bleues. Et nous voyons que a carré plus b carré est toujours égal à c carré. Quand chacun des 3 côtés d'un triangle rectangle est un nombre entier, on dit qu'il forme un triplet pythagoricien. En voici un avec 3, 4 et 5. Un autre 5, 12 et 13. Un autre encore 8, 15 et 17. Et il y en a infiniment plus. Les triplets pythagoriciens étaient connus longtemps avant l'époque de Pythagore. Cette tablette d'argile babylonienne écrite autour de 1700 avant notre ère contient 15 exemples de triplets pythagoriciens, certains des nombres étant très grands. Personne ne sait pourquoi les Babyloniens se sont intéressés à ces triplets, et autant qu'on puisse le dire, ils ne connaissaient pas la forme générale du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore apparaît dans les éléments d'Euclide, à la proposition 47 du livre 1. Cette figure arabe montre la preuve d'Euclide. Elle peut être clarifiée avec une animation informatique. Tracez une perpendiculaire de l'angle droit à l'hypoténuse et prolongez-la pour diviser le grand carré en 2 rectangles. L'idée d'Euclide était de prouver que ce carré et ce rectangle ont des aires égales, et que ce carré et ce rectangle ont aussi des aires égales. Et voici pourquoi. Tous les parallélogrammes de même base et de même hauteur ont des aires égales. Donc tous ces parallélogrammes ont des aires égales. Ainsi que ceci. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Ainsi nous voyons que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. Toujours pas convaincu? Faites une copie du petit carré au milieu du grand. Coupez le long des côtés jusqu'au bord du grand. Et réarrangez les morceaux. Toutes les pièces du grand carré s'adaptent exactement à l'intérieur des 2 autres carrés.